Kuei est un garçon solitaire qui n'a aucun ami car il change constamment d'école. Cependant, lors de son premier jour dans la nouvelle école, il rencontre accidentellement la fille la plus populaire là-bas, ce qui le mène à découvrir qu'elle est en fait un vampire étrange qui veut le vider de son sang. Tout commence lorsque Kuei descend sur l'île et commence à se rendre à l'académie, où la vice-présidente plantureuse Erika est là pour l'accueillir. L'école. Kuei se sent immédiatement à l'aise et pense qu'Erika est gentille, mais après à peine lui avoir serré la main, elle se retire comme si elle ressentait une douleur et un choc intense. Kuei essaie de la calmer et de lui demander ce qui se passe, mais elle agit comme un singe électrocuté et les conduit. Elle se met ensuite à paniquer et prépare sa fuite. C'est alors qu'un camarade nommé Tsukasa passe par là et Erika lui demande de montrer le nouvel arrivant autour des dortoirs. Puis elle s'excuse, disant qu'elle avait d'autres choses à faire. Les deux gars apprennent à se connaître et deviennent vite amis. Les deux commencent à se diriger vers la nouvelle chambre de Kuei, mais avant qu'ils puissent monter les escaliers, une fille au hasard saute sur Kuei, l'assommant. Quand il a repris connaissance, il a reconnu son étrange assaillante comme étant Kanade, avec sa sœur, Haruna. Ils ont immédiatement reconnu Kuei et ont dit à Tsukasa qu'ils étaient amis d'enfance. Le lendemain, ils déjeunent ensemble et Kanade lui remet une carte de l'école. Kuei était censé prendre des photos des points de repère avant l'orientation, alors il s'est rapidement mis au travail jusqu'à ce qu'il tombe sur une petite fille aux cheveux blancs nommée Shiro qui poursuivait un lapin échappé. Et Kuei finit par l'attraper pour elle. Shiro propose de l'emmener au bureau du conseil étudiant pour le remercier. Arrivé là-bas, le frère de Shiro, Shishiru, apparaît et la chasse, disant à Kuei qu'il n'était pas le bienvenu, mais un gars blond nommé Yori arrive et invite Kuei à entrer pour thé. Mais quand ils arrivent à la salle du conseil des élèves, Kuei trouve Erika là, qui se met en colère contre Yori pour avoir laissé entrer le commun, puis s'en va furieuse. Yori rit d'avoir piégé sa sœur, Erika, et se présente comme le président du conseil des élèves, avant de dire à Kuei qu'Erika avait un faible pour lui. Plus tard dans la nuit, Yori piège à nouveau Kuei en échangeant les rideaux de la salle de bain et en faisant entrer le curieux sur Erika. Ouais, mécanique. Qui montrait ses énormes canons. Elle le gifle ensuite au visage tout en s'éloignant, laissant Yori en crise de rire. Tsukasa prenait aussi un bain du côté des hommes et a entendu Yori révéler sa farce. Alors quand Kanade a donné à Kuei un autocollant disciplinaire ce soir-là, il a ajouté que ce n'était pas de sa faute. Kuei a décidé de s'excuser pour son manque de maîtrise de soi, même si ce n'était pas sa faute, ce qu'Erika a entendu, car elle écoutait secrètement. Ce soir-là, elle passa devant Kuei et Tsukasa dans les dortoirs et lui murmura de la retrouver au pied du gui le lendemain à 5 h. Tsukasa lui dit que l'endroit était célèbre pour que les amoureux déclarent leurs sentiments, laissant Kuei tout émoustillé. Plus tard, Kuei s'est dirigé vers la chapelle pour sa photo d'orientation et l'atmosphère effrayante l'a déconcerté. Mais avant qu'il ne puisse prendre rapidement une photo et filer, il a été témoin de la scène horrifiante où Yori mordait le cou d'une étudiante. À cause de sa grande surprise, Kuei était en retard pour rencontrer Erika, qui s'était mise en colère après l'avoir attendu et lui avait laissé un mot furieux lui disant qu'il était inutile. Le lendemain, c'était la cérémonie d'entrée à l'académie qui a réuni tous les étudiants. Après que tout le monde a pris place, Yori est sorti et a éclaboussé toutes les filles car il était un peu une célébrité en tant que senior et président du conseil des étudiants. Il est monté sur scène et a livré un discours ringard qui a laissé les filles hurlantes sur leur siège. Et ensuite, c'était au tour de sa sœur, Erika. Elle a captivé les cœurs et les saucisses des gars dans la foule et a fait un discours relativement normal jusqu'à ce qu'elle mette Kuei sous les projecteurs et l'humilie devant l'académie pour être entrée dans le bain des filles et avoir aperçu ses seins, laissant les filles penser qu'il était un pervers tout en devenant simultanément une rockstar pour les mecs en chaleur. Après avoir été critiqué et exposé pour ses passe-temps peu conventionnels, Kuei est allé à son premier cours pour l'homeroom et ses camarades de classe étaient plus intéressés à savoir ce qu'il avait vu dans les bains plutôt qu'à son action discutable d'être là. Mais ce BS est rapidement interrompu lorsqu'une fille mystérieuse nommée Kiriha entre et les gars chuchotent, l'appelant la reine des glaces. Après qu'elle se soit assise, le professeur principal a dit à Kuei que sa place était juste derrière celle de Kiriha et il s'est avancé pour se présenter. Mais elle ne dit rien d'autre que quelques mots sans intérêt. Kuei a passé le reste de la journée à essayer de retrouver Erika pour s'excuser de ses erreurs, mais cela fut en vain et il est rentré au dortoir pour la nuit. Là, il est entré sur Kanade qui tenait une vente aux enchères improvisées de jouets contrefaits laissés par les aînés. Et à la grande surprise de Kuei, les étudiants abrutis étaient trop privés pour s'en soucier et étaient excités, impatients d'acheter une peluche avec laquelle une fille avait câliné. Cependant, sœur Shizuko, la conseillère, entre avec sa célèbre poêle à frire et met fin à la fête avec Kanade et les autres étudiants qui s'enfuient. Une fois qu'il était dans sa chambre, Kanade et Haruna ont tenu leurs promesses et ont fait irruption dans son dortoir comme des ninjas pour une fête de thé où Kanade a demandé à Kuei s'il avait pris toutes les photos. Kanade avait profité du pauvre type et les images n'étaient pas pour un défi d'orientation
mais plutôt pour une brochure qu'elle préparait. Battue et en colère, Kuei profite simplement du thé que Haruna a préparé et va se coucher. Le lendemain, les résultats d'un test blanc sont affichés et Tsukasa n'est pas intéressé à vérifier. Kuei constate qu'Erika était la meilleure de sa classe dans toutes les matières sauf les mathématiques, où Kiriha a encore une fois remporté la couronne. Ce jour-là, Kuei était assis en classe à regarder la reine de glace de dos quand il a regardé par la fenêtre et vu le lapin de Shiro courir partout. Plus tard, il finit par rencontrer Shiro qui est au bord des larmes en expliquant que son lapin avait creusé un trou et s'était échappé de sa cage, et Kuei promet de l'aider. Juste à ce moment-là, Shichiru arrive et se fait de fausses idées sur la présence de Kuei avec sa sœur, mais il clarifie le malentendu et part à la recherche du lapin. Pendant ce temps, Shiro et Shichiru demandent de l'aide à Erika et Yori pour trouver le lapin, et Kuei implique ses amis. Bientôt, une recherche à grande échelle est lancée pour retrouver l'animal de compagnie disparu. Cependant, Kiriha ne partage pas l'enthousiasme du groupe et lorsque Kuei s'approche d'elle, elle fait une blague sombre sur la chasse et la faim de l'animal, ce qui effraie Kuei en marchant. Plus tard, il passe devant le terrain de sport où des gars jouent au football et aperçoit Erika. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Kuei aperçoit le lapin qui était à quelques secondes d'être frappé par un ballon qui avait dévié. Avant qu'Erika ne puisse réagir, Kuei plonge et protège le lapin, se blessant dans le processus. Kuei est présenté comme le héros et dit au gars qu'il va bien. Et Erika s'approche de lui avec un grand sourire, tendant sa main, mais la retire rapidement. Juste à ce moment-là, Yori arrive et fait une autre blague grossière sur sa sœur timide, puis se penche en avant tout en plaçant un mouchoir sur la main meurtrie de Kuei. Cependant, Kuei est rebuté par les nuances piquantes et s'en va, l'idée de Yori étant un vampire brûlant encore dans sa tête. Après cela, Shiro est enfin réuni avec son animal de compagnie et Sakiru lui dit de remercier Kuei pour son aide. Ce soir-là, Kuei déplore une autre journée ratée à essayer de s'excuser auprès d'Erika quand elle apparaît de nulle part et qu'ils se réconcilient enfin en se serrant la main. Elle lui pardonne de l'avoir laissé tomber et clarifie que l'incident du bain était l'œuvre de son frère. Pendant ce temps, Sakiru a rapporté à Yori les résultats des tests du sang de Kuei sur le mouchoir et ils sont tous deux choqués d'apprendre qu'il y avait plus chez le perdant qu'il n'y paraissait. Faisant maintenant officiellement partie du groupe d'amis un peu bizarre, Erika se retrouvait à marcher avec eux jusqu'à l'école chaque matin, s'habituant lentement à la réalité étrange d'avoir de vrais amis qui ne semblaient pas se soucier de son comportement étrange. La dynamique du groupe était encore maladroite, mais elle essayait de s'intégrer malgré sa longue période d'isolement social. Quand Kanade a invité à une fête de thé exclusive chez Kuei, elle a ressenti un mélange étrange d'excitation et de terreur car les rassemblements sociaux n'étaient pas vraiment sa spécialité. Mais la perspective de normalité était trop tentante pour refuser, alors elle a décidé d'inviter Shiro aussi. Kuei, pendant ce temps, ne se rendait absolument pas compte qu'il était méticuleusement observé par son frère, Yori, qui avait pris l'habitude inquiétante de le regarder à travers les couloirs et pendant les pauses déjeuner. Le président du conseil des élèves semblait à Kuei avoir trouvé sa prochaine cible de repas, bien que son intérêt piquant aille bien au-delà de la simple faim. Il y avait quelque chose de calculé dans sa manière d'observer les routines quotidiennes de Kuei, comme s'il étudiait une proie avant de passer à l'action. Dans la cafétéria pendant leur pause déjeuner habituelle, la dure réalité de la situation financière de Kuei est devenue douloureusement évidente lorsqu'il a regardé avec envie les options de repas premium qu'il ne pouvait pas se permettre. Alors, il s'est assis comme un idiot et a mangé ses nouilles une fois de plus. Sa tentative pathétique de rendre son repas basique plus satisfaisant en volant dans l'assiette de Tsukasa n'a trompé personne à leur table. Haruna est venu avec pour donner un coup de pouce et a généreusement glissé une portion de sa salade vers lui sans faire d'histoire sur le fait qu'il était fauché. Tsukasa a fait de même, échangeant discrètement certaines de ses meilleures portions de nourriture avec la triste excuse de déjeuner de Kuei, transformant leur repas en une session de partage improvisée qui a rendu la cafétéria moins solitaire. Alors qu'ils mangeaient et discutaient de sujets scolaires ennuyeux, l'attention de toute la cafétéria s'est soudainement déplacée et s'est concentrée intensément sur Kiriha Lalio qui venait de commettre un crime culinaire en versant négligemment un paquet entier de poudre de piment dans son plat déjà épicé et s'est mise à le manger comme si c'était des bonbons ordinaires. Les étudiants ont regardé avec une fascination horrifiée alors qu'elle consommait son repas volcanique sans même transpirer, consolidant ainsi sa réputation de méchante déchaînée. Ce soir-là, après avoir enduré l'obsession bizarre de Kanade pour son émission de détective de lutte sumo, Kuei s'est dirigée vers sa chambre d'étudiant où Erika est arrivée nerveusement pour leur fête de thé prévue. Elle a amené Shiro et c'était une fête animée qui s'est terminée par des projets de sortie en ville pour faire du shopping. Ce week-end-là, leur aventure était remplie de toutes les expéditions de shopping habituelles et des pitreries de plage que Kuei n'avait vues que dans les films.
Ils ont flâné dans des magasins locaux, ont essayé des tenues ridicules et ont passé des heures à la plage à construire des châteaux de sable et à s'amuser, jusqu'à ce qu'Erika prenne Kuwei à part et l'avertisse d'une manière inquiétante des véritables intentions de son frère. De retour à l'école, la semaine suivante, le comportement d'Iori est passé d'une observation subtile à un harcèlement manifeste. Il avait suivi Kuwei de manière persistante dans les couloirs, apparaissant au coin à des moments opportuns et se faisant connaître de manière de plus en plus inquiétante. Finalement, il a isolé sa cible dans le vestiaire après le départ de la plupart des étudiants, lui demandant avec désinvolture de venir pour un jeu privé au bureau du conseil étudiant après l'école. L'invitation semblait assez innocente, mais quand il est arrivé à contre-cœur au bureau ce soir-là, Shiro était déjà là, prêt à leur servir du thé. Elle a préparé un service à thé élaboré avant que son frère ne l'envoie diplomatiquement avec des instructions polies mais fermes, les laissant seuls à trois dans le bureau spacieux. Ce qui a commencé comme leur jeu innocent a rapidement pris une tournure profondément troublante lorsque le président du conseil des étudiants s'est délibérément poignardé dans le bras avec un coupe-papier, observant avec amusement la réaction horrifiée de Kuwei alors que la blessure se régénérait immédiatement sous ses yeux. L'affichage décontracté servait de rappel choquant de son statut de vampire à Kuwei, et l'image mentale vive de son sang lentement drainé par des crocs a presque plongé Kuwei dans un coma complet de terreur. Juste quand il pensait qu'il allait devenir le dîner, Iori a révélé avec désinvolture qu'il ne prévoyait pas de le manger et voulait simplement que Kuwei rejoigne le conseil des étudiants puisqu'il connaissait maintenant leur secret de vampire soigneusement gardé. L'autre option était de faire effacer complètement sa mémoire, tout comme ce qui était arrivé à cette fille à la chapelle que Iori avait été surpris en train de dévorer. Juste à ce moment-là, Erika est arrivée au bureau juste à temps et était vraiment inquiète de ce que son frère imprévisible pourrait faire à sa première véritable amie. Iori a joué une farce cruelle et Erika a été laissée à contre-cœur pour gérer l'effacement de la mémoire après avoir révélé sa nature de vampire. À la fin, Kuwei prend sa décision de ne pas rejoindre le conseil. Il décide fermement qu'il préfère être un type fauché avec ses souvenirs intacts plutôt que de devenir ami avec les vampires car il a toujours été un solitaire depuis le début. Plus tard à la plage, alors que le soleil se couche, Erika fond en larmes parce qu'elle ne veut pas effacer les précieux souvenirs de son nouvel ami. Elle était profondément bouleversée et le cœur brisé qu'ils veuillent oublier tout ce qu'ils avaient partagé ensemble avec leur groupe d'amis proches. Amis. Après avoir passé un certain temps à réfléchir sérieusement à toutes ces expériences significatives avec Kanade et la bande, qui l'attendaient probablement de retour au dortoir, Kyuhei réalise enfin quelque chose d'important. Avoir des amis surnaturels n'était pas si terrible, surtout quand il semble se soucier de son bien-être. Il a finalement décidé de rejoindre le conseil des élèves, un choix qui a rendu Iori et Shichiru extrêmement satisfaits de l'issue inattendue de leur stratégie de recrutement élaborée. Kyuhei le bizarre commence le lendemain plein d'excitation à l'idée d'être au conseil des élèves des suceurs de sang. La réalité de travailler avec de véritables vampires semble surréaliste, mais il est déterminé à tirer le meilleur parti de cette opportunité bizarre qui lui est offerte. Tour. Au bureau, Iori lui donne une introduction détaillée à leurs capacités surnaturelles, expliquant tout ce qu'il doit savoir sur la société des vampires. Ils possèdent tous les traits de vampires typiques que les gens attendent des films et des livres, sauf qu'ils aiment se prélasser au soleil et mangent régulièrement de l'ail au petit déjeuner, comme si c'était une sorte de complément santé. Iori révèle qu'il est un ancien vampire avec des siècles d'expérience à son actif, ayant assisté à d'innombrables événements historiques tout en conservant son apparence jeune. Par ailleurs, Erika a en réalité le même âge que Kyuhei, malgré son statut de vampire, et elle a une faiblesse particulière pour les aliments extrêmement épicés qui la font réagir de manière suspecte. Leur famille s'avère être la plus puissante et la plus influente de l'île, exerçant une influence politique et sociale considérable qui s'étend bien au-delà des terrains de l'école. Ils avaient également une amitié historique avec la famille de Shiro et Shichiru. Après avoir terminé la séance d'orientation des vampires, Iori fait une demande qui prend Kyushi de court. Il lui demande de construire une relation plus solide avec Erika, affirmant que leur rencontre étrange dans le bain les a d'une certaine manière rendus partenaires sans secret entre eux. Ce commentaire embarrassant amène sa sœur mortifiée à perdre complètement son calme et à lui frapper violemment le visage contre le mur, avec une force suffisante pour laisser une bosse. Après la session éducative surnaturelle, Iori emmène Kyuhei dans sa classe habituelle pour le présenter comme l'organisateur principal très attendu du festival de sport de cette année. Les étudiants sont d'abord surpris que leur idole bien-aimée, Twink, ne gère pas cet événement prestigieux personnellement,
car il a organisé des festivals incroyables les années précédentes. Cependant, ils acceptent à contre-cœur le nouveau venu après qu'il ait prononcé ce qu'ils considèrent comme un discours absolument brillant, bien que Yori le qualifie simplement de transformer un défaut en un atout. Le nouveau poste exigeant de QA le garde incroyablement occupé avec des réunions de planification sans fin et des papiers administratifs, le rendant trop débordé pour rejoindre les habituelles rencontres autour d'un thé avec son groupe d'amis. Il parvient à s'organiser en programmant des sessions en fin de soirée avec la bande qui le soutiennent inconditionnellement malgré son emploi du temps chaotique. Alors qu'il discute de ses nouvelles responsabilités difficiles autour de snacks et de boissons, Haruna devient particulièrement désireuse d'aider avec tout ce dont il a besoin. Elle se souvient comment il lui avait écrit des lettres de motivation attentionnées pendant des moments difficiles dans le passé et elle veut lui rendre l'appareil de tout cœur en étant là pour lui maintenant. Plus tard, alors qu'il travaille sur des recherches et des références dans l'entrepôt poussiéreux du conseil, il parvient à forger un lien beaucoup plus fort avec son meilleur ami vampire en examinant ensemble de vieilles photographies. Les photos montrent Yori, qui ne vieillit jamais, posant avec d'anciens étudiants d'il y a des décennies, son apparence restant complètement inchangée, tandis que les étudiants humains autour de lui ont depuis longtemps obtenu leur diplôme et vieilli. Kyuhei est frappé par une étincelle de génie et utilise sa vaste expérience en tant qu'étudiant transféré à plusieurs reprises pour créer le meilleur festival sportif que l'académie ait jamais vu. Il se rend même en ville avec Shiro pour obtenir personnellement des sponsors auprès des entreprises locales, car aucun des autres membres du conseil des étudiants ne veut suivre son approche non conventionnelle de collecte de fonds. Shiro est heureuse de l'accompagner dans sa quête secondaire, car sortir et interagir avec les habitants n'est pas quelque chose à laquelle elle est habituée en tant que membre protégé de sa famille prestigieuse. Son éducation l'a maintenue isolée des interactions sociales normales, donc ses sorties deviennent de petites aventures pour eux deux. Pendant leur recherche de sponsors, ils visitent divers magasins et restaurants, QA pratiquant ses talents de persuasion, tandis que Shiro l'observe. Les commerçants locaux sont étonnamment enthousiastes puisque Shiro était avec lui. Ils obtiennent des dons de nourriture, de décoration et même un peu d'argent pour les compétitions. Shiro avoue la réputation de sa famille et le fait qu'elle n'avait jamais quitté l'île de toute sa vie. Cela conduit QA à promettre de l'emmener en voyage hors de l'île pour la remercier. Alors que les préparatifs du festival continuent, Kyuhei s'investit dans tous les aspects du processus de planification. Il organise des réunions de comité, coordonne avec différents clubs et vérifie personnellement l'installation des divers stands et activités. Son approche pratique amène les autres étudiants à s'habituer à lui et à lui donner un coup de main dès qu'ils le peuvent. Erika le voit travailler dur et commence à venir l'aider, mais elle reste bouche bée quand un groupe d'étudiants vient à son secours. Elle remarque qu'à la fin de la période intensive de préparation du festival, il est devenu assez populaire parmi les étudiants qui ont mystérieusement pardonné ses activités de spectacle effrayants depuis son arrivée à l'école. La transformation de QA, de paria social à leader étudiant respecté, n'échappe pas à Yori et Shichiru, qui suivent son progrès avec un vif intérêt. Ils observent tous deux sa croissance personnelle remarquable tout au long de ce processus et se sentent pleinement satisfaits de leur choix stratégique de majordome vampire. Enfin, le jour de la fête sportive est arrivé. Kyuhei commence de manière fracassante en oubliant son discours d'ouverture à cause de sa mémoire de 500 mégaoctets. Yori le chahute depuis la foule, évoquant l'incident du bain, ce qui excite la foule, et Kyuhei passe rapidement à la cérémonie du serment avant de commencer le festival. Le premier événement de la journée était la course de 100 mètres où Kiriha a tranquillement terminé deuxième, puis a commencé à s'éloigner dans son air nonchalante. Quand Kyuhei l'arrête et lui dit qu'elle a bien fait, Kiriha balaie cela d'un revers de main et s'éloigne, indifférente aux paroles du perdant. La prochaine épreuve était la course de 400 mètres où Kanade a supplié Kyuhei de faire des commentaires et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a expliqué que Haruna participait et elle ne voulait pas passer tout son temps à la féliciter. Sœur mariée, avant qu'elle ne puisse augmenter le facteur de bizarrerie, Kuei lui vole le micro et commence à commenter la course, avec Haruna et Erika en tête. Cependant, elle commence à mesurer la distance entre elles en longueur de cheval. Alors quand Erika gagne, elle se précipite vers le stand de commentaires et délivre un coup de grâce de niveau Mortal Kombat pour l'avoir qualifié de cheval sauvage. Le reste de la journée a été rempli de bêtises et d'amusements alors que tout le monde s'est éclaté. Les gens de la ville étaient présents, soit en tant que sponsors, soit en tant que spectateurs. Cependant, les assistants de Kuei ont gâché la distribution des prix et maintenant, il manquait de récompenses. Mais il fait rapidement un calcul mental et se souvient de l'anniversaire de Haruna quand lui et Kanade n'avaient pas assez d'argent pour son cadeau. Alors, ils lui ont donné un bon promettant le cadeau plus tard. Il a proposé la même idée à son équipe et a demandé aux assistants de faire des bons pendant qu'il allait demander aux adultes et aux commerçants pour plus de prix sponsorisés.
Les adultes du spectacle de terreur ont accepté car ils semblaient s'amuser en regardant les mecs et les filles en sueur s'affronter. Après cela, le groupe s'est assis pour déjeuner et tout le monde a trop mangé car Haruna avait exagéré avec la cuisine. Elle avait même préparé les nouilles sautées préférées de Kuei car elle voulait qu'il soit en forme pour la course en sac qu'ils faisaient ensemble, peut-être en visant la 3e jambe de Kuei. Cependant, Kuei révèle qu'il n'a pas pu participer à l'événement qu'il avait lui-même organisé, puis essaie de cacher la déception qu'il a ressentie. Juste à ce moment-là, Kiriya passe par là et se moque de sa fausse performance de bon gars avant de partir rapidement après avoir énervé Erika. Kuei suit Kiriya jusqu'à un endroit isolé où il n'y avait personne et lui demande de se joindre à l'amusement, mais il est rappelé à la tente principale avant de pouvoir discuter davantage avec elle. Bientôt, la fête sportive est de retour avec une version ballon d'eau du dodgeball. Dès que le jeu a commencé, Kanade a été trempée en quelques secondes, excitant tous les mecs autour d'elle avec une vue sur la tour Eiffel de ce qu'elle avait sous son t-shirt. Elle s'est enfuie complètement embarrassée, veillant à étiqueter les garçons méchants qui lorgnaient ses melons avec des autocollants de punition disciplinaire. Pendant ce temps, Shiro se faisait battre sur le terrain de jeu, et malgré qu'il soit dans l'équipe adverse, Sikiru vient la sauver des ballons d'eau. Pendant ce temps, Yori a la tête dans le sable, se vantant de n'avoir jamais perdu dans le sport aquatique, bien que ce soit la première fois qu'il soit organisé. Une fois le temps imparti pour le jeu écoulé, les élèves se sont rapidement rassemblés pour la course en sac. Mais Haruna s'était foulé la cheville plus tôt et ne pouvait plus participer, laissant Kuei sans partenaire. Les élèves à proximité chuchotaient entre eux qu'ils ne pouvaient pas s'associer avec lui, alors Kuei interpelle Kiriya et la supplie de devenir sa partenaire pour la course. Après avoir vu l'enthousiasme dans les yeux de tout le monde, elle accepte à contre-cœur, mais dit à Kuei de ne pas avoir d'attente. Haruna se met au travail sur le tressage des cheveux de Kiriya, avouant qu'elle avait voulu devenir son amie depuis longtemps. Enfin, la course commence et Erika est en tête avec son partenaire. Donc Kuei descend de son piédestal et dit à Kiriya que toutes ses balivernes sur le fait de s'amuser peuvent aller se faire voir, et il voulait désespérément gagner. Après la première moitié de la course, les filles changèrent de costume et Kiriya est apparue adorable dans un costume de bonne, rendant tous les garçons fous. Pendant ce temps, Erika prenait son temps, et quand elle est enfin sortie, elle portait un costume de canard d'une émission populaire, ce qui l'a déséquilibré, menant à la victoire de Kuei et Kiriya. Finalement, le festival a été un énorme succès, les sponsors étant impatients pour l'année suivante. Yori était très heureux du succès de l'événement et, en guise de cadeau, a donné à Kuei une clé de sa chambre. Cependant, le point d'Erika est rapide à dissiper le malentendu alors qu'elle dit à Kuei que c'était une clé vers l'antre du diable pour des raisons de commodité. Kuei demande à propos de l'endroit où se trouve Kiriya, mais personne ne sait où elle est partie après la course. Alors que certains étudiants l'emmènent à une fête, Kuei appelle Erika pour lui dire qu'il a apprécié son nouveau rôle de membre du conseil des élèves, ce qui l'a fait sourire. Quelques jours plus tard, Kuei croise Haruna dans le couloir animé à l'heure du déjeuner, où elle installe soigneusement des affiches promotionnelles colorées pour le mois de service communautaire à venir que l'école organise chaque année. Le majordome décoré du vampire se sent surpris et légèrement agacé qu'Iori n'ait pas pris la peine de l'informer de cet événement important à venir, surtout que le conseil étudiant est censé fournir une assistance directe et une coordination pour toutes les grandes activités scolaires. Il se demande s'il s'agit d'un autre de leurs tests ou s'ils ont simplement oublié de l'inclure dans leur réunion. Alors qu'il aide Haruna à transporter soigneusement la pile restante de prospectus vers différents tableaux d'affichage autour de l'école, ils sont traqués avec insistance par Kanade, qui rôde autour des coins et se cache derrière les casiers en observant chacune de leurs interactions. Elle est devenue absolument convaincue que sa chère sœur est profondément et désespérément amoureuse de Kuei, bien qu'elle n'ait aucune preuve réelle pour soutenir cette théorie romantique. Il y a 6 ans, lorsque Kuei a d'abord dit à Haruna que sa famille prévoyait de quitter l'île à cause du transfert soudain de son père sur le continent, ils avaient fait la promesse sincère de rester en contact par des lettres manuscrites régulières. La distance semblait gérable quand ils étaient jeunes et optimistes à l'idée de maintenir leur amitié à travers les kilomètres. Ces lettres sont devenues leur lien vital pendant les années de séparation. Dans sa chambre, Kuei parcourt tranquillement ses précieuses lettres dans sa chambre un soir lorsqu'il surprend par hasard Kanade en train de l'espionner à travers le rideau. Sans hésitation, il attrape l'espionne par le col et la ramène immédiatement à sa sœur, exigeant une explication pour son comportement de surveillance de plus en plus étrange. Kanade essaie de jouer les innocentes, mais son expression coupable trahit complètement ses plans de matchmaking. Au cours des jours suivants, Yuki et Kuei commencent à remarquer un comportement encore plus étrange que d'habitude de la part de Kanade, qui fait sans cesse des efforts excessifs pour les taquiner en tant que couple potentiel lors de leur conversation de groupe et essaie désespérément
de les rapprocher romantiquement grâce à ses stratagèmes. Ces tentatives vont de les laisser seuls ensemble à faire des commentaires suggestifs sur leur apparence mignonne ensemble, à ne laisser Haruna verser le thé que pour Kuei. À un moment donné, Haruna s'inquiète que sa sœur soit devenue obsédée par Kuei lui-même et essaie également de manipuler le même romantisme. Enfin, c'est le jour de l'événement spécial de nettoyage promotionnel organisé par le conseil des étudiants pour faire connaître et susciter de l'enthousiasme pour les nouveaux uniformes de nettoyage que les étudiants porteront pendant le mois du service communautaire. Les membres du conseil n'ont toujours pas pris la peine d'informer Kuei des détails spécifiques de cet événement, et ils découvrent bientôt exactement pourquoi ils l'ont tenu dans l'ignorance. Le président manipulateur et plein de zeste utilise la nature des hommes pour jouer à des jeux psychologiques calculés avec l'ensemble de la population étudiante masculine, car il a stratégiquement conçu des costumes de nettoyage spéciaux pour les étudiantes qui les font ressembler exactement au type de domestiques qui finissent par voler les maris à leurs petits amis légitimes. Le plan manipulateur fonctionne parfaitement selon leurs attentes, et le groupe d'étudiants masculins se met complètement dans l'esprit de nettoyage après que le sang leur monte à la tête. L'enthousiasme pour le mois du service communautaire monte en flèche, alors que les jeunes pleins d'hormones deviennent soudainement très intéressés à participer à des activités de nettoyage qu'ils éviteraient normalement à tout prix. En voyant sa sœur se tenir timidement sur scène dans l'uniforme accrocheur, Kanade attrape immédiatement le bras de Kuei et le tire avec force au premier rang pour avoir la meilleure vue possible. Elle les force pratiquement à poser pour une photo de couple, tout en lançant à sa sœur une citation pleine d'amour et de sacrifice. Mais tout cela énerve Haruna, et elle quitte la scène très en colère et embarrassée par cette démonstration publique que sa sœur a orchestrée sans permission. Elle se sent manipulée et exposée devant toute l'école alors qu'elle révèle que sa sœur faisait trop de théâtre parce que Haruna avait eu un accident et avait perdu la mémoire. Après que Kuei ait quitté l'île il y a tant d'années, Haruna avait eu un grave accident qui, par un heureux hasard, avait effacé ses souvenirs de toute l'année passée à développer son amitié avec le type louche. La blessure à la tête était assez grave pour provoquer une amnésie sélective, effaçant des périodes spécifiques tout en laissant d'autres souvenirs intacts. Se sentant accablé par la culpabilité à propos de l'accident traumatique de sa petite sœur, qui s'est produit alors qu'elle était censée la surveiller, Kanade commence à se consacrer entièrement à rendre Yuki heureuse à tout prix, nécessaire. Elle se blâme de ne pas avoir empêché l'accident et s'engage à mener une vie de service pour compenser ce qu'elle perçoit comme un échec en tant que sœur aînée protectrice. Elle avait supposé à tort que sa sœur et Kuei étaient amoureux sur la base de fragments de conversation et de lettres qu'elle avait observés, c'est pourquoi elle a complètement exagéré en jouant. Entremetteur. Kuei prend le temps d'expliquer soigneusement aux deux sœurs qu'il est simplement un ami d'enfance proche de Haruna et qu'ils se sont reconnectés après des années de séparation. Rien de plus romantique que cela. Après avoir entendu les histoires émotionnelles des deux sœurs en conflit et compris la racine de leur désaccord, il rencontre Kanade en privé pour aborder le véritable problème. Il explique comment Haruna n'aime pas que sa sœur sacrifie toute sa vie et son bonheur personnel pour la rendre heureuse. Ce qui est la véritable raison pour laquelle elle a été distante et a refusé de lui parler dernièrement. Il encourage ensuite Kanade à rencontrer Haruna à leur ancien lieu de rencontre près du Gui, où les sœurs ont enfin l'occasion d'exprimer leurs pensées sincèrement et honnêtement pour la première fois depuis des années. Haruna avoue que sa faiblesse physique, qui la suit depuis sa naissance en raison d'une maladie chronique, la rendait secrètement jalouse de sa sœur en parfaite santé. Cependant, après l'accident qui a effacé la mémoire, elle n'aimait pas voir sa sœur autrefois joyeuse et insouciante devenir complètement concentrée sur la rendre heureuse alors qu'elle restait un personnage secondaire dans sa propre histoire. Pendant ce temps, Kanade se sent très mal d'avoir laissé sa sœur malade se blesser pendant qu'elle s'amusait sans souci et en étant une adolescente rebelle. Elle avait consacré tout son temps libre à compenser son échec perçu en aidant Yuki de manière absolue. Tout. C'est à ce moment-là que Kuei révèle qu'après l'accident de perte de mémoire, Haruna avait continué à envoyer des lettres à son ancienne adresse, malgré le fait qu'elle avait complètement oublié qui il était. Ils se sont reconnectés naturellement et ont travaillé ensemble pour créer de nouveaux souvenirs, tout en honorant leur ancien lien. Le trio, maintenant réuni et comprenant enfin les motivations et les sentiments de chacun, prend un moment pour se rappeler les vœux sincères qu'ils avaient fait au sanctuaire du Gui il y a des années en tant qu'enfant, qui était que Kuei leur revienne. Erika vient de remettre à sa place un nerd timide qui a tenté sa chance romantique avec elle pendant la pause déjeuner dans la cour.
Il avoue ses sentiments, mais elle le repousse immédiatement et efficacement, respectant sa règle personnelle stricte contre tout type de relation, puisqu'elle considère que ce sont des activités purement humaines qui ne concernent pas les vampires comme elle-même. Juste après avoir rejeté le pauvre gars, elle croise Kuei près du bâtiment principal, qui joue le classique coup des cheveux avec elle en remettant nonchalamment une mèche coincée dans son col. Son frère Yori observe cette interaction innocente de l'autre côté de la cour avec un vif intérêt, notant avec quelle facilité Kuei approche sa sœur et comment elle ne le repousse pas immédiatement comme elle le fait avec d'autres étudiants. Plus tard dans l'après-midi au bureau du conseil, Kuei découvre par une conversation informelle que c'est l'anniversaire d'Erika, un fait qui n'intéresse personne d'autre. Il quitte immédiatement le bureau dès qu'il en a l'occasion, prétextant une course pour acheter quelque chose pour la méchante vampire. Pendant ce temps, les étudiantes nettoient la piscine de l'école en costume de soubrette en préparation de leur prochaine journée piscine et rencontre de natation. La piscine n'a pas été utilisée depuis des semaines et a besoin d'être nettoyée en profondeur pour être prête pour le grand jour. Yori et Shichiru viennent aider aux efforts de nettoyage, bien que chacun ait ses propres motivations cachées. Yori reçoit sa dose quotidienne de validation féminine, tandis que Shichiru fait un peu de ménage pour sa sœur. Après être revenu au bureau plus tard dans la soirée, Kuei travaille avec diligence sur les documents de planification d'événements avec Erika, en vérifiant les horaires et en coordonnant différentes activités pour la journée piscine. Une livraison de sushis arrive au bureau spécifiquement adressée à lui, ce qui déroute Erika car il n'a pas mentionné avoir commandé de nourriture. Après avoir reçu son vrai colis de Tsukasa, qui l'aide dans sa mission secrète, il le présente à Erika avec une excitation nerveuse. Il réussit à lui commander un magnifique bouquet de fleurs fraîches et demande à Tsukasa de l'aider à le récupérer chez le fleuriste puisqu'il devait être présent au bureau après avoir offert à la vampire solitaire son tout premier cadeau d'anniversaire. Elle le remercie avec des larmes qui se forment dans ses yeux normalement froids et immortels. Le geste la touche plus durement que prévu, car être immortel signifie que les vampires ne célèbrent traditionnellement pas les anniversaires, ni ne marquent le passage du temps. Plus tard dans la journée, dans sa chambre privée, en essayant de trouver l'endroit idéal pour exposer son précieux cadeau où elle pourra le voir chaque matin, elle subit une série de crises cardiaques à cause de l'impact émotionnel écrasant. Sa physiologie de vampire n'est pas habituée à gérer des sentiments positifs aussi intenses, et sa poitrine continue de se resserrer avec une chaleur inconnue. Après que le conseil des étudiants a décidé de combiner la compétition de natation avec une fête de la piscine pour maximiser la participation et le plaisir, toute l'école change de maillot de bain avec enthousiasme. L'événement promet d'être l'un des moments forts du semestre, avec des compétitions et de la natation détente se déroulant en même temps. Shiro, qui se change dans le vestiaire des filles avec toutes les autres étudiantes, oublie complètement comment retirer correctement sa chemise lorsque la variété de poitrine bien développée autour d'elle la fait se sentir totalement inadéquate par rapport à son propre développement physique. Elle reste là à se débattre avec son uniforme tout en essayant de ne pas fixer ses camarades plus mûrs, se sentant comme une novice parmi des femmes adultes. Les étudiants masculins sont beaucoup plus concentrés sur Sœur Shizuko, qui est apparue au bord de la piscine dans sa tenue religieuse conservatrice complète, le jour où elle est censée montrer ses attributs sacrés au corps étudiant. Yori, par contre, n'a absolument aucun problème à exhiber son corps de jeune homme parfaitement sculpté pour les filles, qui deviennent folles de ses aperçus calculés et de ses poses stratégiques. Il sait exactement ce qu'il fait et profite de chaque seconde de l'attention jusqu'à ce qu'Erika s'agace de sa frime et le pousse violemment dans la piscine. Erika et Kuei, qui se laissent toujours distraire par ses melons alors qu'il essaie de se concentrer sur le travail, coordonnent tout l'événement depuis le bord de la piscine. Ils gèrent les inscriptions, suivent les horaires et s'assurent que tout le matériel fonctionne correctement. Kanade est l'animatrice enthousiaste du programme, utilisant le système de sonorisation de la piscine pour lancer leurs différentes courses et autres événements compétitifs avec une énergie contagieuse. Vers la fin de la journée chargée, elle organise un événement spécial de style élimination qui enthousiasme tout le monde. Elle rassemble tous les pratiquants de judo masculin et organise un jeu intense où ils doivent chasser et capturer les bonnets de bain rouge des filles, les têtes. Après avoir lâché les bêtes dans la piscine, elle commence immédiatement à ravager les participantes, les éliminant une par une avec une efficacité surprenante, jusqu'à ce que seuls Kiriha et Shiro restent debout en tant que dernières survivantes, utilisant respectivement leur agilité et leur mignonnerie pour s'échapper. Les garçons décident d'abord de cerner le grand Freeze Dry, qui se tient dans le côté peu profond, prêt à les affronter tous en même temps avec ses réflexes supérieurs et ses capacités de combat.
Il saute sur elle avec agressivité dans une attaque coordonnée, mais elle se révèle trop glissante et parvient à échapper complètement à leur emprise. Voyant sa petite sœur bien-aimée Shiro sur le point d'être submergée et vaincue par une douzaine de bâtons de viande dans le fond plus profond de la piscine, Chihiro perd son sang-froid, mais Yori l'arrête. Les garçons abandonnent immédiatement leur poursuite agressive, décidant sagement d'éviter une peine de prison précoce pour avoir blessé la gentille fille avec un frère menaçant. À la fin de cette journée mouvementée et épuisante, les étudiants masculins se vengent mesquinement de sœur Shizuko en la jetant sans cérémonie dans la piscine avec tous ses vêtements sacrés encore sur elle, puis partent triomphalement tandis qu'elles toussent dans l'eau. Kuei et Erika restent seuls pour ranger tout le matériel éparpillé et nettoyer le désordre. Kuei décide de la défier dans une courte course de natation car ils n'ont pas vraiment participé à la partie amusante de l'événement en raison de leur responsabilité de coordination. Comme prévu, elle bat Kuei dans la course, qui s'est retrouvée trempée de plusieurs manières. Après être sortis de la piscine, ils manquent de peu de tomber ensemble sur le carrelage mouillé et s'accrochent instinctivement l'un à l'autre pour éviter de s'écraser. Saisissant ce qui semble être l'occasion en or parfaite, Kuei se rapproche pour une tentative de baiser, mais le cœur d'Erika se met à battre à tout rompre de panique et elle s'enfuit loin de lui, terrifiée. Elle se retire rapidement dans sa chambre privée, où à la fois la douleur physique et son dangereux désir du sang de Kuei s'intensifient au-delà de son contrôle. Elle lutte désespérément pour se retenir de céder à ses instincts de vampire, brisant accidentellement son précieux cadeau de fleurs dans le processus violent alors que ses mains tremblent de manière incontrôlable. Erika, qui s'est endormie à son bureau en rêvant à la courbe élégante du cou de Kuei, se réveille soudainement d'un cauchemar vif où elle a aspiré chaque once de liquide de son corps, le laissant complètement vidé et sans vie sur le sol. Le rêve semble étrangement réaliste lorsqu'elle se réveille en sursaut en nage. Pendant ce temps, de l'autre côté du campus, une étudiante qui vient de faire sa déclaration d'amour à la chapelle sort dans la soirée, quand elle est témoin de quelque chose qui glace son sang. Une fille vêtue d'une cape se tient de manière inquiétante sur le toit de la chapelle, telle une gargouille surnaturelle. Le témoin oublie complètement comment fuir cette vision terrifiante. Ses jambes deviennent molles, tandis qu'elle fixe le mystérieux personnage, jusqu'à ce que Shizuko sorte pour fermer la chapelle pour la nuit et trouve l'étudiante effondrée au sol, choquée, alors que la créature a mystérieusement disparu dans l'obscurité sans laisser de traces. Le lendemain à l'école, le mystérieux vampire de la chapelle devient le sujet de discussion le plus en vogue que tout le monde discute pendant les pauses déjeuner et entre les cours. Les élèves se rassemblent en groupe, partageant des théories et ajoutant leurs propres embellissements dramatiques à l'histoire. Entendre parler de son espèce de manière aussi ouverte effraie sérieusement Erika, la rendant paranoïaque à l'idée que quelqu'un puisse faire le rapprochement. Les conversations empirent encore lorsque les petits amis disent à leurs petites amies qu'ils les abandonneraient immédiatement si la menace des vampires s'avérait réelle. Alors que Yori agit comme si toute la situation de vampire était une activité complètement normale, ce qui déroute tout le monde qui s'attend à ce que la présidente du conseil étudiant soit plus préoccupée par les menaces surnaturelles sur le campus. Erika ne comprend pas pourquoi il reste si indifférent aux rumeurs qui circulent dans les couloirs et se propagent comme une traînée de poudre. Il affirme que la meilleure chose à faire est de découvrir la vérité absolue derrière ces apparitions et de décider d'un plan approprié à partir de là, plutôt que de paniquer pour des informations non confirmées. Rapport. Vers la fin de la journée scolaire dans les dortoirs, Kanade a sorti l'arsenal divin de sa réserve d'urgence, comprenant une croix en métal et le grand collier d'Aïl qu'elle a tissé avec une précision militaire. Elle est prête à affronter tout vermine suceuse de sang qui pourrait potentiellement nuire à sa précieuse et fragile sœur, Haruna. Kuei et le reste de leur groupe d'amis qui viennent de rentrer de leurs activités après l'école la rencontrent dans la zone commune et remarquent immédiatement son équipement de chasse aux vampires. Erika, déjà nerveuse à cause du cauchemar de ce matin et des commérages de la journée, devient encore plus anxieuse face à la menace surnaturelle prise si au sérieux par quelqu'un d'aussi proche de leur cercle. Yori, en revanche, reste aussi insouciant que possible dans les circonstances, aidant même Kanade à nourrir sa paranoïa en complimentant son collier d'ail du marché fermier et en suggérant des mesures de protection supplémentaires. Son attitude décontractée à propos de l'équipement de chasse aux vampires semble à tout le monde soit très courageuse, soit très stupide. L'odeur omniprésente du collier enchanté s'avère trop forte pour que de simples mortels puissent la supporter sans s'étouffer. Bientôt, le frappant à la poêle apparaît comme prévu et réprimande immédiatement la guerrière vampire en herbe, qui est censée montrer l'exemple aux autres étudiants au lieu de semer le chaos avec ses préparatifs.
Elle leur demande à tous de retourner immédiatement à l'intérieur et d'arrêter de déranger les autres résidents. Elle assure au groupe assemblé que de telles créatures surnaturelles n'existent pas dans la réalité et que les étudiants ne devraient pas perdre de temps à s'inquiéter de menaces imaginaires. Cependant, elle admet qu'apparemment une fille quelconque erre mystérieusement sur le campus la nuit, ce qui pourrait expliquer les observations. Pendant qu'Iori taquine gentiment Sir Shizuko en posant des questions innocentes sur la sécurité de la chapelle, il donne au groupe un signal discret de la main pour se préparer à une patrouille de nuit organisée afin d'enquêter correctement. Au crépuscule, lorsque le campus est calme, ils prennent leurs lampes de poche avant de commencer leur patrouille systématique de tous les bâtiments et terrains. Erika est associée à Kuei pour leur itinéraire de recherche, et elle révèle pendant leur promenade à quel point mentir constamment à tout le monde sur sa véritable identité vampirique la fait se sentir vraiment mal à l'intérieur. Le poids de la tromperie écrase de plus en plus son esprit chaque jour. Alors qu'il l'encourage avec des mots de soutien et des sourires rassurants, elle continue de lutter contre sa faim croissante pour son sang, qui devient plus forte chaque fois qu'ils sont seuls ensemble. Après avoir passé des heures à fouiller chaque recoin du campus sans rien trouver de suspect lors de leur enquête minutieuse, ils se rassemblent tous à l'extérieur de la chapelle. C'est alors que la vampire vêtue de sa cape se révèle enfin. Après s'être placée en évidence sur le toit de la chapelle pour un effet théâtral maximal, ils découvrent que le mystérieux vampire terrorisant les élèves est en fait Kiria. Elle révèle qu'elle est une vampire dépendante qui cherche désespérément son maître disparu. Sa recherche devient de plus en plus désespérée et de moins en moins subtile à mesure que les semaines passent sans aucune piste. Elle s'élance rapidement en utilisant une vitesse surnaturelle et Erika la poursuit immédiatement avec une vitesse de vampire équivalente. Kuei et Sato suivent à pied aussi vite que leurs jambes humaines le leur permettent, mais ils sont rapidement distancés par la poursuite surnaturelle. Haruna, qui a entendu des bruits suspects venant de l'extérieur de sa fenêtre de dortoir, se réveille immédiatement de son léger sommeil. Après avoir vu deux silhouettes ultra rapides courir dans les bois sombres comme dans un thriller surnaturel, elle prend la décision discutable de s'aventurer seule dans les bois pour enquêter sur les créatures mystérieuses. Après avoir poursuivi l'exceptionnellement agile Kiria à travers les arbres épais et les sous-bois, Erika ne peut pas maintenir le rythme exigeant et tombe épuisée sur le sol de la forêt où elle rencontre Haruna de manière inattendue. Le choc de voir son ami sous forme de vampire fait immédiatement s'évanouir Haruna à cause de la révélation accablante. Après avoir parlé en privé à Yori de ce qui doit être fait selon le protocole strict des vampires, Erika se prépare mentalement à effacer la mémoire de Haruna. Complètement. C'est une procédure qu'elle a déjà effectuée, mais cette fois-ci, elle est en conflit. Elle amène l'inconsciente Haruna au bâtiment du conseil et se prépare quand Kuei entre désespérément et lui demande de ne pas poursuivre la procédure. Elle révèle la vérité douloureuse qu'elle a en fait effacé la mémoire de Haruna il y a 6 ans durant leur enfance. Elle et Haruna étaient que des amis très proches et elles jouaient régulièrement ensemble pendant cette année manquante. Le jour de son accident traumatique, elle l'avait en réalité sauvé de la collision potentiellement mortelle en utilisant sa vitesse de vampire et elle avait délibérément effacé sa mémoire de cette rencontre surnaturelle pour protéger le secret. C'est pourquoi elle a oublié une année entière et ne se souvenait plus du tout de Kuei à son retour. Après que Kuei la supplie désespérément de laisser le souvenir de Haruna complètement intact cette fois-ci, Erika refuse et commence la procédure d'effacement standard selon le protocole établi des vampires. Haruna se réveille pendant le processus et remercie sincèrement Erika de lui avoir sauvé la vie à l'époque, montrant qu'elle se souvient plus que prévu. Erika réalise le sortilège de mémoire avec une précision soigneuse, mais à la grande surprise et au grand soulagement de Kuei, elle n'efface pas vraiment les souvenirs comme tout le monde s'y attendait. Maintenant, Haruna se souvient clairement de Kuei et de tout le temps précieux qu'ils ont passé ensemble enfant. Erika a décidé qu'elle ne veut plus tromper ses amis proches et veut qu'ils sachent qu'elle est une bonne amie pour eux. Quelques jours se sont écoulés depuis la révélation, et Kiria n'est pas revenu depuis cette nuit-là, et Haruna se remet encore des effets des sorts de mémoire. Pendant que Kuei et Erika se rendent ensemble à l'école, comme d'habitude, ils rencontrent Haruna et Kanade près des portes de l'école. Haruna a meilleure mine qu'avant, mais semble toujours un peu ailleurs, avec Kanade qui reste près d'elle. Erika se prépare à recevoir la raclée de sa vie, mais à la place, Kanade s'étire sur la pointe des pieds pour serrer Erika dans ses bras comme il faut. Elle la remercie sincèrement d'avoir sauvé Haruna de l'accident et exprime sa joie qu'elle soit leur amie. Kanade est vraiment émue par cela, continuant sur le fait qu'elle est heureuse qu'Erika ne soit pas une personne fausse qui fait semblant d'être gentille. Lorsque le groupe arrive à l'école, ils rencontrent également Kirika, qui est revenue et est aussi froide que jamais, refusant même de parler avec Yori et Sekiru. Elle passe juste devant eux comme s'ils n'existaient pas, ce que Yori trouve assez dur, même pour elle. Il essaie de dire quelque chose, mais elle l'ignore complètement, tandis que Sekiru a l'air ennuyé, mais ne pousse pas.
Au bureau du conseil, après que Sekuru ait rappelé à Shiro sa place assignée dans la cuisine, Yori dit à Erika d'oublier complètement la question de Kiriya, lui rappelant une certaine promesse qu'elle a faite. Erika devient mal à l'aise quand il évoque cette promesse, et Kuei, qui vient d'entrer et a manqué la conversation sérieuse, se voit assigner le rôle d'organisateur principal du festival culturel, avec Erika comme assistante dédiée, comme d'habitude. C'est des trucs typiques de conseil des élèves, mais Kuei a l'air d'être excité à ce sujet. Il commence à parler de toutes les choses qu'il pourrait faire et comment ce serait le meilleur festival jamais vu. Le reste du groupe a offert son soutien total et a partagé ses idées créatives avant le festival, qui était prévu après leurs vacances d'été. Tout le monde proposait des suggestions à tout va, Kanade voulait une maison hantée, Haruna a suggéré un café et même Shiro avait des idées sur les stands de nourriture. Pendant ce temps, Sekuru est allé rencontrer la redoutable Freeze Dry et lui a demandé de le suivre pour rencontrer quelqu'un en particulier, et Kiriya n'a pas posé de questions, elle l'a juste suivi. Pendant ce temps, Erika et Kuei étaient allés au magasin pour acheter des fournitures, après qu'Iori leur ait spécifiquement demandé de s'occuper de l'approvisionnement. Ils formaient une assez bonne équipe, avec Kuei s'occupant des choses lourdes et Erika gérant les négociations. Pendant leur séjour, ils ont rencontré les propriétaires d'entreprises locales pour lancer les discussions sur le parrainage et les partenariats pour le festival culturel. Certains des propriétaires d'entreprises étaient vraiment intéressés à aider, surtout en raison du succès du festival sportif. Après avoir terminé leur expédition de shopping, ils se sont assis près de la plage où Kuei lui a demandé ce qu'était exactement un dépendant en termes de vampire. Elle a expliqué que les dépendants étaient des humains qui entraient dans des contrats contraignants avec des vampires en buvant leur sang, ce qui leur conférait des capacités similaires à celles des vampires, mais signifiait également qu'ils deviendraient complètement asservis à tous les désirs et ordres du vampire. Pendant ce temps, Sakura avait amené Ikika dans une maison brumeuse où une dame possédant des gènes de petite taille attendait patiemment. La dame à l'intérieur était minuscule, encore plus petite que la plupart des élèves de l'école, et il s'est avéré qu'elle était Kaya, la mère d'Erika et la maîtresse de Kiriya. Kiriya, qui était complètement maîtresse d'elle-même, donna une gifle sévère à la crevette âgée et tenta de partir après l'avoir traitée de folle. Cependant, elle s'est soumise à la volonté de son maître comme une marionnette une fois que Kaya lui a ordonné d'obéir. Pendant ce temps, Erika révèle à Kuei que sa mère était une vampire cruelle qui l'avait enfermée quand elle était enfant, pour ne pas être un vampire convenable selon les normes traditionnelles. Cela a expliqué à Kuei pourquoi Erika était toujours si inquiète de s'intégrer dans le monde des vampires. La promesse dont Yori avait parlé plus tôt était en fait un accord entre la mère et la fille, qu'Erika devait trouver une personne à charge avant la remise des diplômes ou être forcée de rentrer chez elle pour être enfermée indéfiniment. C'était le grand secret autour duquel tout le monde tournait. Erika n'essayait pas seulement d'être une bonne vampire, elle était piégée par cette échéance. Si elle ne trouvait pas quelqu'un à asservir avant la remise des diplômes, elle serait à nouveau enfermée. Kuei, qui ne voyait pas d'inconvénient à devenir un vampire de second rang super fort, s'est proposé pour devenir son dépendant immédiatement. Il n'a même pas hésité quand il a entendu toute la situation. Cependant, elle a complètement refusé son sacrifice. Elle ne voulait pas qu'il perde sa vie faible et pathétique d'humain pour devenir un serviteur fort pouvant vivre éternellement sous un esclavage surnaturel. Même si cela résoudrait son problème, elle ne pouvait pas lui faire cela. Elle préférait affronter ce que sa mère avait prévu plutôt que de le transformer en esclave. À la chapelle, Yori réfléchissait profondément lorsque Shizuko est entrée. L'endroit était calme et Yori avait l'air d'avoir beaucoup en tête. Quand elle lui a demandé de rentrer car il commençait à se faire tard, il a affirmé qu'il n'y avait rien à craindre, tout en continuant à l'appeler par son prénom. Il est parti après avoir fait une blague sur le fait que les vampires ont soif du sang de la personne qu'ils aiment le plus. Après avoir raccompagné Erika après leur virée shopping, elle a bu tout le sang qu'elle avait dans son réfrigérateur, mais elle avait encore plus soif et semblait avoir envie seulement du sang spécifique de Kuei. Plus elle essayait de s'éloigner de ses racines de vampire, plus son côté vampire devenait fort. Le jour suivant, les étudiants s'amassent devant le bâtiment du conseil pour soumettre leurs demandes de festival culturel au conseil et aux organisateurs de l'événement. La file s'étend dans le couloir et autour du coin avec tout le monde portant des dossiers pleins de propositions et d'idées. Kuei et Erika sont coincés à une table dans la salle principale, examinant chaque soumission. Il y a des demandes pour tout, des maisons hantées aux stands de nourriture, en passant par les scènes de spectacle. Les étudiants n'arrêtent pas de venir poser des questions sur les règlements, les exigences spatiales et les allocations budgétaires. Après une longue et épuisante journée de planification et de coordination, Erika part avec Kuei. Ses mains sont crispées d'avoir pris des notes et sa tête lui fait mal d'avoir écouté les plaintes et les demandes des étudiants toute la journée. Kuei a l'air tout aussi fatigué, se frottant les yeux et s'étirant le dos alors qu'il ferme enfin la salle du conseil. Elle lutte encore intensément avec sa soif et reste constamment occupée pour se distraire de ses désirs accablants. À chaque moment de silence, elle sent la faim revenir. Elle se concentre sur l'organisation des papiers, vérifie les horaires,
tout pour occuper son esprit. Mais la distraction ne fonctionne que pour de courtes périodes avant que l'envie ne revienne plus forte qu'avant. Sur le chemin du retour au dortoir, elle aperçoit un chat noir et sait quoi faire. Alors, elle se rend dans son ancienne maison pour rencontrer Kaya. La petite veut savoir pourquoi sa fille n'a pas encore fait de Kuei sa personne à charge. Le dialogue montre clairement qu'elle est déjà au courant de lui et se demande pourquoi Erika combat l'inévitable malgré leur accord contraignant. Kaya fait remarquer qu'Erika passe du temps avec ce garçon humain depuis des semaines et se demande pourquoi Erika perd du temps alors que la solution à son problème est juste là. La date limite pour trouver une personne à charge planait au-dessus de sa tête. Malgré les rappels de sa mère sur leur accord, Erika affirme qu'elle ne veut pas prendre de sang humain et refuse que Kaya dicte ses choix de vie. Kaya rétorque que l'accord qu'ils ont conclu est contraignant et que le temps presse, que cela plaise ou non à Erika. Le lendemain, Iori décide de donner au comité une journée complète de congé pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Il annonce cela lors de leur réunion du matin, disant que tout le monde a travaillé trop dur sur les préparatifs du festival. Le stress se lit sur tous les visages et ils ont besoin d'une pause avant que les choses ne deviennent encore plus mouvementées. Kanade a déjà formulé une idée avant qu'Iori ne finisse de parler. Elle sort ce qui ressemble à un livre de dessins d'enfants rempli de croquis colorés et d'écritures désordonnées. Elle annonce qu'ils vont passer la journée à la plage, à jouer à des jeux et à regarder des feux d'artifice à la fin. Son enthousiasme est évident alors qu'elle montre ses plans mal dessinés pour les compétitions de beach volley et de natation. Ils décident de visiter l'île de Tamatsu car Shiro et Sikiru ont une danse traditionnelle à présenter selon les traditions religieuses de leur famille. L'île a un petit sanctuaire où leur famille exécute des danses rituelles depuis des générations. C'était donc l'excuse parfaite pour combiner détente et obligations culturelles. Avant de partir pour une journée de congé à la plage, Erika décide qu'elle ne prendra pas de poche de transfusion sanguine. Elle fixe le réfrigérateur dans sa chambre en sachant que le sang à l'intérieur pourrait aider à calmer ses envies. Mais elle est toujours obsédée par le fait d'être faible et ne veut pas consommer de sang du tout. Elle ferme la porte et s'éloigne, déterminée à tenir le coup. Une fois à la plage, Kanade a apporté un sac plein de jeux de plage et d'équipements de sport. Haruna a hâte de simplement se détendre au soleil. Kuei ne cesse de jeter des coups d'œil à Erika, remarquant qu'elle semble plus tendue que d'habitude. À la plage, après avoir enfilé leur bikini, maillot de bain et short, ils commencent la journée en nageant et en jouant à plusieurs sports avec énergie. Ils installent un filet de volleyball dans le sable et se divisent en équipes. Le match de volleyball devient rapidement compétitif avec Erika qui met le casting de Haiku à l'épreuve. Ensuite, tout le monde s'amuse beaucoup à la plage, mais Erika se retire des activités de groupe, s'asseyant sur le sable et regardant au lieu de participer. Au fil de la journée, ils construisent des châteaux de sable et ramassent des coquillages. Shiro et Sikiru disparaissent un moment pour se préparer à leur danse traditionnelle au sanctuaire. À la fin de la journée, Kuei, qui est avec Erika, essaie de lui prendre la main pour se diriger ensemble vers le sanctuaire de Tamatsu. Cependant, elle évite son contact et s'enfuit. Selon Iori, ses envies de sang deviennent nettement plus fortes et plus difficiles à contrôler. Le contact physique déclenche presque quelque chose en elle et elle ne peut pas se permettre d'être aussi proche de lui en ce moment. Elle trouve une excuse pour changer de vêtements et s'éloigne rapidement. Iori, qui remarque les luttes de sa sœur, raconte à Kuei les effets douloureux de son délire et lui demande de veiller sur elle attentivement. Il ne révèle pas tous les secrets des vampires, mais il laisse entendre qu'Erika fait face à quelque chose de sérieux. Il demande à Kuei d'être patient avec son comportement étrange et de rester proche au cas où elle aurait besoin d'aide. Lorsqu'il s'approche du sanctuaire, il lui demande comment elle se sent, mais elle fait comme si tout allait bien, prétendant être en pleine forme. Elle force un sourire et prétend être simplement fatiguée par toutes les activités sur la plage. Elle insiste sur le fait qu'elle a hâte de retrouver Shiro et Sikiru. Une fois au sanctuaire, ils enfilent des yukata avant de sortir pour regarder le feu d'artifice. Tout le monde se rend à un bon endroit sur une colline surplombant l'eau où ils peuvent bien voir les feux d'artifice. Lorsque Iori pousse délibérément Kuei vers Erika, sa soif de sang devient incontrôlable et elle s'enfuit. Le contact accidentel déclenche ses instincts de vampire à pleine puissance. Elle court dans la forêt entourant le sanctuaire, finissant par tomber sur l'herbe où elle lutte contre ses instincts vampiriques. Elle se recroqueville au sol. Q remarque son absence et la poursuit et après l'avoir découverte effondrée sur le sol, il est complètement exaspéré par son impuissance et il la saisit et ne veut pas la lâcher. Reconnaissant que ses pulsions s'intensifient, il la tire pour une étreinte et presse son cou contre ses lèvres. Il prend la décision pour eux deux, sachant qu'elle est trop têtue pour s'aider d'elle-même. Elle finit par céder et se nourrit de son sang. Après s'être réveillée rafraîchie dans sa chambre, Erika a oublié son incident de consommation de sang et se sent satisfaite d'avoir résisté à ses envies. Son corps se sent énergisé et fort,
complètement différent de la faiblesse et de la douleur qu'elle se rappelle des derniers jours. Elle suppose que sa volonté a finalement triomphé de ses instincts de vampire. Elle s'habille rapidement, impatiente de commencer la journée. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne ressent plus cette faim lancinante dans le fond de son esprit. De retour au bureau, elle retourne avec enthousiasme au travail, organisant le festival et divers événements associés. Elle étale tous les papiers et documents de planification sur la table, prête à s'attaquer à la montagne de tâches. Le festival n'est plus que dans quelques semaines maintenant, et il y a encore beaucoup à coordonner. Elle fait des listes et les vérifie 2 fois, déterminée à faire de ce festival culturel le meilleur que l'école ait jamais vu. Quand Kyoe entre, elle s'approche pour aider avec les choses qu'il portait, mais en s'approchant de lui, elle s'évanouit. Elle est trop submergée par son sang et sa présence et tombe à genoux. Les souvenirs reviennent en détail vif de boire son sang et elle se sent dégoûtée. Son comportement change radicalement et elle essaie de se concentrer sur le travail comme distraction. Elle se relève précipitamment, évitant le contact visuel avec Kyoe et se plonge dans la paperasse. Chaque fois qu'il bouge ou parle, elle sursaute légèrement, luttant contre l'envie de se rapprocher de lui. Kyu essaie de demander si elle va bien, mais elle le repousse avec des excuses murmurées sur le fait qu'elle est fatiguée. Elle garde ses distances, restant du côté opposé de la pièce autant que possible. Plus tard, Kyoe retrouve Haruna et Kanade, expliquant son absence soudaine des événements de la nuit dernière, avant qu'ils ne commencent à discuter des préparatifs de l'after party. Il leur dit qu'il a dû aider Erika avec quelque chose d'important, gardant les détails vagues. Haruna et Kanade semblent satisfaites de l'explication et ne demandent pas plus d'informations. Après leur conversation, Kyoe revient à la recherche de la vice-présidente, mais elle ne la trouve nulle part. Il vérifie partout, mais elle a complètement disparu. Finalement, il reprend les préparatifs du festival, tout en remarquant l'absence croissante d'Erika. La planification du festival commence à prendre du retard, car tant de tâches nécessitent son avis ou son approbation. Dans sa chambre, Erika tente de satisfaire sa soif avec du sang ordinaire, mais cela s'avère inutile. Elle ouvre le petit réfrigérateur et sort plusieurs poches de sang donné qu'elle garde pour les urgences. Elle les boit l'une après l'autre, mais la faim ne disparaît pas. Si possible, elle s'aggrave. Elle ne désire que le sang de Kyoe et elle se recroqueville sur son lit, serrant son ventre alors que la douleur familière revient. Elle se rend compte que quelque chose de fondamental a changé après avoir goûté le sang humain. Sa nature de vampire n'est plus satisfaite par des substituts. Les jours suivants, Kyoe cesse complètement de la rencontrer et est submergée par ses devoirs au conseil des étudiants et les responsabilités scolaires avec les étudiants qui aident à la mise en place. Le festival approche rapidement et sans l'aide d'Erika, tout repose sur ses épaules. Chaque problème arrive sur son bureau, et il court de crise en crise pour essayer de garder tout sur la bonne voie. Pendant la nuit, alors qu'elle lutte contre ses envies déchirantes, Kiriha arrive avec un message de Kaya. Elle insiste pour qu'Erika rentre chez elle, puisqu'elle a refusé de faire de Koué sa dépendante, malgré la consommation de son sang, ne respectant pas sa part de l'accord. Le message est livré avec le ton nonchalant habituel de Kiriha, et Erika l'insulte de marionnette d'un maître sadique. Erika révèle que sa mère mène un jeu s'étendant sur des siècles avec elle, effaçant sa mémoire d'être son serviteur et la bannissant pour passer des décennies et des siècles à la rechercher, seulement pour effacer sa mémoire à nouveau et recommencer ce cycle tordu de cache-cache. Kiriha, choquée, part après avoir délivré le message, qui transmet essentiellement que Kaya se demande pourquoi elle refuse de boire du sang qui a été fourni volontairement. Le jour suivant, après avoir discuté avec Kanade et Haruna et finalement développé une solution astucieuse, Kyoe va informer Erika d'un projet de fête après, mais ne parvient pas à la retrouver à nouveau. Les autres lui disent qu'Erika n'était pas là quand il se dirige vers le repère du diable, mais elle se cache dans le bureau du conseil et émerge après son départ. Elle attend derrière la porte, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. Ce n'est que lorsqu'elle est certaine qu'il est parti qu'elle sort de sa cachette. Ses désirs ont atteint un point tel qu'elle s'effondre sur le bureau en pensant simplement à lui. Elle s'agrippe au bord du bureau, essayant de se stabiliser. Ses instincts de vampire prennent le dessus malgré ses efforts pour leur résister. Yori propose de trouver une autre personne pour servir de dépendant, mais étant donné que le sang de Koué est unique, cela ne peut pas être n'importe qui. On lui informe que le sang humain a tous un goût différent, et une fois qu'un vampire développe une préférence pour quelqu'un de spécifique, les autres sangs deviennent insatisfaisants. Shiro décide de se porter volontaire elle-même pour mettre fin à la souffrance d'Erika. Elle s'avance calmement, s'offrant sans hésitation. Elle dit qu'elle comprend la situation et veut aider à la résoudre avant que les choses ne s'aggravent. Mais cela met Kikoru en colère, qui attrape Yori par la gorge, mais devient calme quand Yori, révélé comme son maître, lui ordonne de cesser. Erika, toujours obsédée par son fantasme de mortalité perpétuelle, reste déterminée à trouver sa propre solution.
Elle insiste qu'il doit y avoir une autre façon qui n'implique pas d'asservir quiconque ou de renoncer à son humanité. Elle refuse l'offre de Shiro et dit à Yori d'oublier les exigences de leur mère. Plus tard dans la soirée, elle s'effondre devant la chambre de Kuei, cédant à ses pulsions. Elle rampe dans le couloir sur ses mains et ses genoux, ne pouvant plus marcher debout. La faim l'a complètement consumée et elle ne peut plus lutter contre ce que son corps exige. Elle atteint sa porte et s'y effondre, trop faible pour frapper ou crier son nom. Bientôt, Erika est volontairement rentrée chez elle car elle refuse de survivre avec le sang de Kuei et va s'emprisonner une fois de plus. Elle prend la décision pendant les premières heures du matin lorsque ses envies deviennent trop intenses à supporter. Plutôt que de risquer de le blesser lui ou quelqu'un d'autre, elle choisit de retourner à l'endroit qu'elle déteste le plus. Ce choix laisse Kaya extrêmement déçue d'elle. Lorsqu'Erika arrive au domaine familial, sa mère l'attend dans le hall principal. Kaya s'attendait à ce que sa fille revienne avec une nouvelle personne à charge, pas en tant qu'échec qui n'a pas pu accomplir la simple tâche d'asservir un garçon humain. La déception dans sa voix est plus douloureuse que n'importe quelle punition physique. De retour à l'école, Kuhei se réveille et trouve le petit parachute qu'elle a laissé devant sa porte. Le petit artefact en papier est sur le sol et Kuei se rend à la salle du conseil pour la chercher. Lorsqu'il demande où elle se trouve, Shiro lui explique tout ce qui s'est passé la nuit précédente, tandis qu'Iori l'informe qu'elle est partie définitivement. Les explications de Shiro sont factuelles, mais douces, essayant de l'aider à comprendre l'impossible situation à laquelle Erika était confrontée. Iori l'amène à la chapelle où il explique qu'elle a choisi de partir parce que la soif la tourmente trop et il dit à Kuei qu'Erika essayait de le protéger en partant et que s'il veut son retour, il devra agir lui-même. Iori explique qu'Erika ne reviendra pas d'elle-même car son sens du devoir et son altruisme sont trop forts et si Kuei veut changer la situation, c'est à lui de faire le premier pas. Pendant ce temps, les étudiants restants sont occupés avec les préparatifs du festival et ne cessent de poser des questions sur la vice-présidente, ignorant ce qui se passe. Kuei essaie de gérer les tâches administratives, mais les étudiants demandent sans cesse où elle est et quand elle reviendra. Il invente des excuses vagues à son sujet, mais les gens commencent à remarquer que son absence dure depuis trop longtemps. Kanade et Haruna décident d'organiser une autre réunion autour du thé. Ils sont préoccupés par la disparition d'Erika et le comportement de plus en plus stressé de Kuei. Ils pensent qu'un après-midi de détente entre amis pourrait aider tout le monde à se sentir mieux. Ils envoient des invitations et commencent à planifier des collations et des activités. Plus tard dans la journée, après avoir rencontré Kuei bouleversé, qui a commencé à halluciner et confond Haruna avec Erika. À la fête du thé, il révèle qu'Erika ne reviendra pas, alors que tout le monde attendait sa présence. Son épuisement et son inquiétude l'ont poussé à bout. La fête de thé devient plus sérieuse lorsqu'il explique la situation. Haruna et Kanade écoutent avec choc alors qu'il décrit les luttes d'Erika avec sa nature de vampire et les exigences de sa famille. Ils le pressent de la ramener car elle est devenue cruciale pour leur cercle d'amis et les étudiants de l'école. Kanade souligne qu'Erika les a tous aidés de différentes manières et qu'ils doivent l'aider maintenant. Haruna est d'accord, disant que les vrais amis ne s'abandonnent pas quand les choses deviennent difficiles. La conversation se prolonge tard dans la nuit alors qu'ils discutent des solutions possibles. Kanade suggère qu'ils y aillent ensemble pour la ramener. Pendant ce temps, chez Kaya, Kiriya va convoquer Erika pour Kaya. Le domaine familial est froid et imposant, et après avoir décidé de récupérer Erika, Kuei rencontre Yori et Shiro à l'entrée et il l'escorte jusqu'à la maison Sendo. Là, il rencontre Kaya qui est heureuse de voir que le dépendant de sa fille est venu se proposer à nouveau. Le petit vampire l'examine avec intérêt, tournant autour de lui comme un prédateur jaugeant sa proie, et elle suppose qu'il a enfin repris ses esprits et réalisé que devenir le dépendant d'Erika est la solution évidente à tous les problèmes. Kuei affirme qu'il ne souhaite pas devenir un dépendant et qu'il veut simplement ramener Erika à l'école. Il dit essentiellement à l'ancien vampire que sa fille adolescente, qui a littéralement besoin de sang pour survivre en tant que vampire, ne devrait pas être obligé de pratiquer l'activité fondamentale des vampires. Kaya, exaspéré, le projette dans les airs comme s'il ne pesait rien. Le vampire ancien se lève et saisit son cou, se préparant à démontrer sa véritable faiblesse lorsqu'Erika apparaît. Elle avait écouté depuis le couloir et ne pouvait pas supporter de le voir blessé à cause d'elle. Elle supplie Kaya de laisser Kuei partir et le supplie de s'éloigner d'elle puisqu'elle n'était rien d'autre que des ennuis. Elle essaie de rendre sa voix froide et distante, mais elle tremble d'émotion. Il refuse et lui demande de l'accompagner. Kuei s'approche malgré ses tentatives pour le repousser. Il lui dit qu'il n'a pas peur de sa nature de vampire et qu'il ne partira pas sans elle. Il propose qu'elle peut lutter contre sa soif de vampire tout en vivant la vie qu'elle souhaite,
entourée d'amis qui se soucient d'elle. Ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est mieux qu'être enfermée, et étonnamment, elle est d'accord, et confronte sa mère tandis qu'Yori regarde aux côtés de Shiro, fière de sa sœur pour avoir forgé son propre destin. Erika s'affirme face à Kaya pour la première fois de sa vie, déclarant qu'elle va trouver sa propre façon de gérer le fait d'être une vampire. Yori sourit en voyant sa sœur enfin montrer du caractère. Kaya avertit Erika que ce chemin ne mènera qu'à plus de souffrance, mais Erika est déterminée à essayer. Elle dit à sa mère qu'elle préfère lutter avec ses choix plutôt que de vivre comme une prisonnière dans la maison familiale. Après avoir attendu toute la nuit devant le dortoir, Kanade, Haruna et Tsukasa sont soulagés de voir enfin Erika revenir à l'école. Ils ont fait des tours de garde, déterminés à être là à son retour. Lorsqu'ils la voient enfin marcher sur le chemin avec Wei, ils courent et la saluer avec des câlins et des larmes. Ils poursuivent avec le festival culturel après les vacances d'été et se concentrent sur le fait de profiter du temps restant avant la remise des diplômes. Le festival culturel est un grand succès, avec tout leur travail acharné qui porte ses fruits. Erika se lance à fond dans les activités, utilisant l'emploi du temps chargé pour se distraire de sa faim persistante. Les amis passent leur dernier mois d'école à se créer des souvenirs ensemble, sachant que bientôt, ils prendront des chemins différents. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous les attributs sacrés de Sœur Shizuko pour troubler les profanes. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, n'oubliez pas de consulter cette vidéo juste ici.